À l'époque, l'enfance finissait dès que tu pouvais porter un outil ou une arme. Oublie les stands de limonade. Ces enfants portèrent des fusils, extrayaient du charbon et risquaient leur vie chaque jour, avec des métiers imposés par les adultes parfois incroyables. Découvre les vrais métiers terrifiants que les enfants étaient forcés de faire dans cet épisode de The Infographics Show. Les vendeurs de journaux. Un boulot qui semble facile. Il suffit de vendre des journaux. Parfait comme premier emploi pour les enfants. Benjamin Franklin est vu comme le premier vendeur de journaux d'Amérique, ayant aidé à distribuer le journal de son frère en 1721. Un siècle plus tard, le New York Sun a recruté de jeunes vendeurs. Mais ce n'était pas un travail calme en kiosque. Les journaux étaient vendus au coin des rues, souvent par des adolescents. Ils devaient affronter de longues heures debout, dès l'aube, et ils étaient responsables des journaux qu'on leur confiait à vendre. Les rues dures n'étaient pas accueillantes. Les vendeurs de journaux, ou newsies, comme on les appelait souvent, faisaient face au harcèlement aussi bien de la police que des vendeurs de journaux rivaux. Ils avaient peu de moyens de se défendre contre le vol de leurs journaux ou gains, et devaient aussi s'inquiéter de la circulation en cherchant un bon endroit pour vendre. Cela mènerait finalement à la célèbre grève des vendeurs de journaux de 1899, lorsqu'ils se sont opposés au puissant empire médiatique de Joseph Pulitzer, et ils ont obtenu quelques concessions, notamment celle de ne pas avoir à payer les journaux invendus. Et le métier allait évoluer, mais il ne deviendrait pas plus facile. Au XXe siècle, le travail s'est déplacé vers la banlieue. Les livreurs de journaux, comme on les appelait désormais, se retrouvaient à parcourir leur quartier à l'aube pour livrer les abonnements. Cela ajoutait la menace de la circulation locale et la corvée de collecter le paiement auprès des habitants grincheux. Cette profession n'est pas interdite. Il y a encore des livreurs de journaux. Peu d'adolescents font encore ce travail et l'époque des tournées à vélo est révolue. Beaucoup d'entre eux le font depuis le siège passager de la voiture de leur père, pendant qu'ils traversent le quartier. Ce travail n'a pas duré, mais c'est positif. 11. Ramasseurs de quilles. Pour les enfants d'aujourd'hui, le bowling est un lieu où battre leur père et admirer les machines. Vous lancez votre boule, vous faites tomber quelques quilles, et seulement quelques secondes plus tard, votre boule ressort de la machine, prête pour un autre essai. Pendant ce temps, les quilles se redressent presque magiquement. Peut-être que ton grand frère t'a parlé de gremlins magiques, mais en réalité, l'origine de cette histoire était bien différente et plus sombre. Disons simplement que tu te serais retrouvé de l'autre côté de la piste. À l'origine, les ramasseurs de quilles étaient de jeunes garçons pouvant se faufiler sous la piste, un thème récurrent par la suite. Les garçons s'accroupissaient au bout de la piste, ramassaient et remettaient vite les quilles. Un travail tendu, rapide et dangereux. Ils faisaient face à des boules de bowling lancées à grande vitesse, qui frappaient fort. Un garçon frappé au visage risquait de perdre des dents ou d'avoir une commotion, tandis qu'une boule sur les doigts pouvait causer une douleur durable ou une perte de dextérité. Et les progrès technologiques n'allaient qu'aggraver les choses. Avec l'installation de poulies et monte-charge sur les pistes de bowling, les garçons de quilles étaient exposés à plus de dangers. Il y avait un risque de se coincer un doigt et de se le faire arracher. Ce fut sûrement un soulagement quand la technologie a avancé et que les garçons de quilles ont su que leur travail n'était plus requis. La première machine à placer les quilles automatiquement a été brevetée en 1941. Aujourd'hui, un employé, souvent adulte, veille simplement à ce qu'il n'y ait pas de blocage. Être petit a ses avantages, comme accéder à certains des travaux les plus sales. 10. Ramoneur. L'image emblématique de l'Angleterre du 19e siècle. Un garçon ramoneur, visage noirci de suie, proposant ses services avec un accent cockney. Ce n'était pas qu'un cliché, c'était l'un des métiers les plus importants de l'époque. Presque chaque maison utilisait un poêle à bois, et les cheminées se bouchaient de suie avec le temps. Cette accumulation compliquait l'évacuation de la fumée et rendait les cheminées dangereuses pour la santé. La façon la plus sûre était de bien nettoyer la cheminée régulièrement, et pour cela, il fallait de petites mains. Les garçons préadolescents faisaient souvent ce travail car leur petite taille leur permettait de descendre dans la cheminée et de la nettoyer avec une brosse épaisse. Bien qu'ils n'étaient pas particulièrement bien payés, c'était un revenu fiable à cette époque, mais peu d'entre eux voyaient réellement cet argent. La plupart des ramoneurs étaient des apprentis, souvent des orphelins confiés à des professionnels. C'était un travail difficile et inconfortable qui laissait les garçons couverts de suie et toussant à s'en arracher les poumons à la fin de la journée. Ce n'était que le début des dangers. Les cheminées étaient étroites et il restait peu d'espace pour manœuvrer. Si tu te coinçais dans le mauvais sens, tu pouvais facilement rester bloqué. Au mieux, cela signifiait être tiré brutalement et finir avec de vilaines éraflures pouvant s'infecter. Beaucoup de garçons mouraient étouffés ou,
après avoir respiré la suie, développaient un cancer et décédaient quelques années après leur travail de ramoneur. Au XIXe siècle, des lois ont heureusement mis fin au travail des enfants, et le métier de ramoneur n'était pas le seul où leur vie était en jeu. 9. Balayeur de passage. Au XIXe siècle, l'importance des rues grandissait. Les calèches, tirées par des chevaux, étaient le principal moyen de transport, et la circulation augmentait avec la croissance des villes. Malheureusement, les chevaux produisaient un autre type de pollution que les voitures, une pollution bien plus odorante. Les rues des villes étaient encombrées de déjections de chevaux et d'autres pollutions, rendant la circulation difficile. Cela a offert une opportunité à ceux recherchant un salaire. Un sale travail devait être fait. Ainsi est donné le métier de balayeur de rue. Mais pour les enfants qui faisaient ce travail, c'était une perspective périlleuse. D'abord, c'était sale. Ces jeunes balayeurs, souvent orphelins, devaient apporter leur propre matériel pour nettoyer les rues. Un seau, un balai ou une pelle, et une paire de gants, s'ils avaient de la chance. Il ne faudrait pas que ces dames de la haute société aient du crottin sur leurs robes. Les garçons proposaient souvent d'escorter les femmes qui voulaient un chemin propre, et cela était considéré comme un cran au-dessus de la mendicité. Mais cela signifiait aussi dépendre de votre cliente, qui pouvait fixer le paiement. Avec le temps, le travail est devenu plus difficile et ingrat. Certaines balayeuses ont été embauchées par la municipalité, obtenant ainsi un revenu stable, mais leur travail est resté le même, malgré un meilleur salaire. Avec plus de trafic, éviter chevaux et charrettes est devenu dangereux. L'arrivée des véhicules à moteur a aggravé la situation. Balayer les rues a commencé à ressembler à une partie de Frogger, bien avant l'invention des jeux vidéo. Et finalement, le risque d'être percuté par un véhicule a rendu ce poste de moins en moins attrayant, jusqu'à ce qu'il disparaisse discrètement. Au moins, tes mains restèrent-ils plus propres qu'avec le prochain boulot. 8. Attrapeur de rats. Dans l'Angleterre victorienne, le rat commun représentait une des plus grandes menaces sanitaires. Ces nuisibles à longue queue propagèrent des maladies, et le souvenir de la peste noire n'était pas aussi lointain qu'il ne l'est aujourd'hui. L'assainissement étant moins avancé, la meilleure façon de limiter les maladies était de diminuer la population de rats, donc d'en éliminer un grand nombre. À l'époque, les exterminateurs n'avaient pas de poison spécifique. Ils utilisaient la force brute, avec le célèbre chasseur de rats Jack Black, qui les capturait pour obtenir des primes de l'État. La chasse aux rats, devenue un métier courant, attira vite les plus désespérés. Tout le monde pouvait attraper des rats, les rendre et gagner très peu. Pour de nombreux enfants chasseurs de rats, ce n'était pas un vrai choix. Leurs petites mains étaient idéales pour attraper les nuisibles, et leur taille leur permettait de ramper dans des espaces exigus pour trouver leur nid. Si cela ressemble à un film d'horreur, vous n'avez pas tort. Ce travail comportait des risques pour la santé des jeunes chasseurs de rats, à commencer par le fait que les rats mordent et griffent. Le risque d'infection était énorme, et les traitements à l'époque étaient médiocres. Et cela ne tient même pas compte des maladies que les rats transportent, propageant ces infections parmi les couches les plus modestes de la société. Il n'y a jamais eu de véritable réforme de ce poste. Ce métier a disparu avec l'arrivée de meilleures techniques contre les nuisibles, et les enfants défavorisés dans cette situation étaient largement ignorés. Ce poste suivant était extrêmement convoité, mais cela ne veut pas dire qu'il était facile. 7. Écuyer. Pendant le Moyen-Âge, il n'y avait pas de poste plus convoité que celui de chevalier. Ces guerriers d'élite disposaient des meilleures armures et montures, et certains étaient les proches du roi. Ces nobles chevaliers pouvaient assurer le confort de leur famille, ainsi que des terres et des ressources pour les générations à venir, en échange d'un service honorable lors d'opérations militaires défensives et offensives. Ils transportaient de nombreuses armes et équipements, et avaient en dit besoin de quelqu'un pour s'en occuper et soigner leur cheval. C'était une position délicate, et la survie du chevalier en dépendait souvent. Alors ils choisissaient un enfant. Le poste d'écuyer était considéré comme très honorable, car un jeune garçon, généralement âgé d'environ 14 ans, était placé en apprentissage auprès du chevalier pour apprendre son métier. Il devait polir les armes, nourrir le cheval, et répondre à tous les besoins du chevalier jusqu'au moment du combat, où il se précipitait courageusement dans la bataille aux côtés de son maître, prêt à réagir à tout instant, pour lui donner l'arme dont il avait besoin ou pour soigner une blessure. Si la fonction était bien remplie, elle menait potentiellement à la chevalerie, à condition de survivre. Avons-nous mentionné qu'il s'agissait d'un enfant courant au combat sans armure ni armes? C'était probablement l'un des postes les plus mortels qui existaient, et c'était voulu ainsi. Le chevalier était précieux pour le roi, qui cherchait souvent à le protéger à tout prix. Si sauver exigeait de sacrifier un enfant, alors soit.
Un garçon pouvait devenir écuyer d'un chevalier ivrogne et violent qui lui gâcherait la vie. Malgré tout, ce poste était vu comme un moyen sûr de sortir de la pauvreté et de partir à l'aventure. Mais l'aventure n'est pas toujours une bonne chose. Cela peut devenir assez compliqué. 6. Loblolly Boy. La vie en mer est une chose dangereuse. Vous êtes loin de la terre, où les soins médicaux sont plus fiables. Le mouvement des mers provoque le mal de mer et rend même les interventions chirurgicales simples risquées. De plus, le fait que tant d'hommes soient entassés sur un même bateau favorise la propagation des maladies et des infections. Au XIXe siècle, le médecin de bord avait un travail difficile, donc il lui fallait naturellement un enfant comme assistant. Bienvenue dans le monde étrange et peu reluisant du garçon Loblolly. Pendant ce qu'on appelait l'âge de la voile, du XVIe au XIXe siècle, il était courant que les médecins de bord aient un jeune assistant. Parfois, c'était un homme cherchant son premier poste, mais le plus souvent, c'était un orphelin ou un apprenti qui pouvait être adolescent ou même plus jeune. Il aidait le médecin selon ses besoins, et ce poste tenait son nom de la bouillie servie aux marins blessés ou malades. Ce travail impliquait parfois de changer les pansements, de s'occuper des malades ou d'autres tâches médicales basiques, souvent sans formation, jusqu'à ce que la situation devienne critique et dangereuse pour eux. En cas de blessure d'un marin, le médecin devait souvent agir de façon extrême. Cela pouvait signifier remettre un os en place alors qu'un marin souffrait, voire amputer un membre. Loblolly devint soudain assistant chirurgical, et fut sans doute témoin de choses très traumatisantes. Soyons honnêtes, les congés pour santé mentale n'étaient clairement pas inclus. Ce travail, moins dangereux que d'autres, exposait cependant aux maladies et infections. Si le navire tanguait et que le chirurgien dérapait avec son couteau, le garçon Loblolly risquait de finir à l'infirmerie. De nombreuses grandes industries dépendaient du travail des enfants. 5. Ouvriers du textile. À l'aube de la révolution industrielle, les machines ont joué un rôle clé dans la production de biens en grande quantité. Les ouvriers, qui mettaient longtemps à produire un objet, pouvaient maintenant le faire 100 fois plus vite. Le patron leur a alors demandé d'en fabriquer 100 au lieu d'un. L'industrie textile a connu un essor à cette époque, car les machines à coudre étaient utilisées pour produire des biens en masse. En raison de la précision requise par ces machines, les enfants et les jeunes femmes étaient les ouvriers préférés des magnates du textile, ce qui allait entraîner une horreur après l'autre. Les accidents étaent infréquents au début de l'industrie textile, car les ouvriers se coinçaient souvent les mains dans les machines. Beaucoup perdaient des doigts, et plus inquiétant encore, ils devaient payer les réparations des machines et voyaient des semaines de salaire leur être retirées. Soumis à des quotas stricts, les usines étaient souvent verrouillées, menant à l'incendie tragique de la Triangle Shirtwaist à New York, où 146 personnes périrent, provoquant d'importantes réformes. Un autre poste terrible existait dans les usines. Le ramasseur de mules, souvent un jeune enfant, travaillait dans les filatures de coton pour nettoyer et ramasser les déchets sous la mule à filer. Ces déchets étaient considérés comme précieux, mais pas assez pour arrêter la machine. Alors les enfants devaient ramper sous les machines pour ramasser l'excédent de coton, tandis que les lourdes machines continuaient de fonctionner. De nombreux enfants se sont fait écraser doigts, mains, voire tête, en s'approchant trop près d'une pièce en mouvement. Mais cela n'est rien face aux dégâts de la profession suivante. 4. Allumeuse d'allumettes. Le 19e siècle fut l'âge d'or du travail en usine, de nombreuses industries émergentes recherchant des ouvriers compétents. L'une de ces industries était la fabrication d'allumettes, car toutes ces cigarettes vendues avaient besoin de quelque chose pour les allumer. À l'époque, les allumettes en fait étaient faites de bâtonnets de bois trempés dans du soufre et du phosphore blanc, un composé toxique auquel les ouvriers étaient constamment exposés. On les encourageait même à mettre leurs lèvres sur la pointe pour accélérer le séchage de l'allumette, et les conséquences physiques étaient dévastatrices. Au début, ce travail était jugé plus facile. Sans pièces mobiles rapides comme dans l'industrie textile, peu d'ouvriers perdirent des membres. Pourtant, cela attirait de nombreuses jeunes employées, dont beaucoup d'adolescentes. Tout allait bien, jusqu'à ce que leurs mâchoires commencent à leur faire mal. Au départ, les symptômes évoquaient des maux de dents et la grippe, puis ont empiré. Les femmes ont souffert de gonflements, de pertes de dents et d'infections graves, et il est finalement devenu évident que le problème ne venait pas des dents du tout. C'était dans la mâchoire, et cela n'allait faire qu'empirer. La mâchoire de Foss, causée par une surexposition au phosphore blanc, entraînait la dégradation de l'os de la mâchoire. De nombreuses femmes ont perdu leur mâchoire inférieure, affectant leur capacité à manger et parler. Cela a déclenché un grand mouvement ouvrier,
car les femmes concernées ont fondé le syndicat des allumeuses d'allumettes, alors plus grand syndicat féminin et de jeunes filles du Royaume-Uni. Cela a permis d'importantes réformes mettant fin au danger du phosphore blanc. À l'époque, l'exposition aux matériaux dangereux faisait partie des procédures courantes. 3. Garçons poudriers. Il y avait beaucoup de métiers en mer pour les garçons à l'époque de la marine à voile, et certains te plaçaient même en plein cœur de l'action. La plupart des garçons à l'époque travaillaient souvent comme mousses, mais certains se rapprochaient en bien plus du combat en devenant garçons poudriers. C'étaient généralement les garçons rapides et petits, ce qui leur permettait de se déplacer rapidement entre les ponts et de livrer la précieuse cargaison aux membres d'équipage chargés de manœuvrer les canons. Les canons ont besoin d'une chose pour fonctionner. Les garçons transportèrent la poudre à canon de la soute au poste d'artillerie, où les canonniers la chargeaient dans les canons et l'enflammaient pour tenter de couler un navire ennemi d'un coup. La poudre à canon était très précieuse et volatile. Un faux pas pouvait rendre la poudre à canon inutilisable si elle était mouillée, risquant de faire perdre une bataille ou de couler le navire. Une erreur suffisait, et même réussir n'assurait pas la sécurité. La partie la plus dangereuse du travail de garçon poudrier était d'être toujours près des canons lorsqu'ils tiraient, et à cette époque, l'équipement de protection relevait du rêve. En cas de problème, une explosion ou un incendie pouvait projeter des débris partout. Eh bien, disons simplement qu'il y avait une raison pour laquelle tant de pirates portèrent des cache-œils. Malgré le risque, ce poste était l'un des plus prestigieux pour un jeune garçon sur un navire et lui offrait de nombreuses histoires passionnantes à raconter. Pour le prochain, nous allons descendre très très bas. 2. Mineurs. Il y a des métiers dont on sait d'avance qu'ils seront dangereux. Les mineurs restent en danger, descendant dans des puits profonds pour extraire du charbon ou d'autres ressources. Les mineurs risquent d'être ensevelis vivants, lors d'éboulements, et à long terme, de développer des maladies pulmonaires à force d'inhaler la poussière. Donc, naturellement, dans le passé, les gens se sont dit « Hey, mettons simplement des enfants là-dessous ». Comme dans d'autres métiers, les enfants, plus petits, accédaient à des endroits inaccessibles aux adultes. Et si certains enfants ne s'en sortaient pas, eh bien, il y en avait plein d'autres pour les remplacer. L'exploitation minière était souvent une affaire de famille, donc il était courant que les garçons commençaient à être apprentis dans la mine de leur père dès leur plus jeune âge. Beaucoup, n'ayant pas la force de creuser dans le puits principal, étaient employés comme trieurs de charbon, l'étape suivante du traitement. Le travail consistait à séparer le charbon pur des impuretés avec un trieur de charbon, un tamis frappé pour faire tomber le charbon en petits morceaux. C'était un travail dur et épuisant sans fin. Le travail était surtout manuel, effectué par des garçons de 8 à 12 ans ou des mineurs âgés semi-retraités. Les trieurs travaillaient en 10 heures par jour, 6 jours sur 7, perchés au-dessus des tapis roulants pour retirer l'ardoise et les minéraux inutiles du charbon. Chaque chargement de charbon traversait plusieurs trieuses, et les blessures aux mains étaient fréquentes, à cause des arêtes d'ardoise et des machines. Le travail était si terrible que ce fut l'un des premiers grands scandales du travail des enfants. En 1885, la Pennsylvanie interdit aux moins de 12 ans de travailler comme trieur de charbon, mais employeurs et familles falsifient des documents. Tous ces emplois sont dangereux, mais au moins ils ne commençaient pas par la perte d'un membre. Castrat. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, les élites voyaient les arts comme l'un des plus grands plaisirs. Le public de l'opéra voyait des chanteurs masculins, à la voix exceptionnellement haute, non pas grâce à l'entraînement, mais à une mutilation. Il s'agissait de castrats, des chanteurs qui avaient été castrés pour empêcher leur voix de muer. La voix changeant à la puberté, cela se faisait souvent dès 8 à 10 ans, quand les garçons étaient confiés à l'opéra pour être élevés et formés. Qui confiait son fils à cette vieille pratique? Comme d'habitude, c'était souvent dû à la pauvreté. Une famille pauvre voyait souvent la voix puissante d'un garçon comme une chance de réussite et de sécurité. Il n'aurait pas d'enfant, mais connaîtrait une longue carrière à l'opéra et une richesse autrement inaccessible. On estime que des centaines existaient simultanément, et la castration précoce provoquait souvent des modifications corporelles. Leurs membres et leurs côtes devenaient anormalement longs, en raison du manque de testostérone, ce qui leur donnait une tessiture vocale exceptionnellement puissante. Mais le processus pour en arriver là était horrible. À l'époque, les interventions chirurgicales étaient limitées et insalubres, donc l'ablation des testicules était rare.
La méthode principale était d'immerger le garçon dans de l'eau glacée pour l'engourdir, puis de tordre les testicules afin de couper la circulation sanguine et les faire mourir. Un processus horrible, mais souvent source de célébrité et richesse. Cela représentait une perspective attrayante pour de nombreuses familles pauvres, et ressemblait sans doute le plus chez l'humain, à un petit chien de compagnie stérilisé et adoré. Si ces métiers d'enfants vous semblaient durs, découvrez ce que les adultes enduraient pour gagner quelques sous. Regardez les pires métiers de l'histoire humaine, ou cliquez sur cette vidéo.